Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je n'ose pas vous demander si vous avez bien profité du printemps qui pourtant était bien là, car ce n'est pas tout à fait recommandé de se promener en ce moment. C'est pourtant un moment où on aurait envie d'aller dans les bois, les jardins, les parcs. À défaut, je vais donc vous proposer aujourd'hui, vous l'avez deviné, une promenade dans quelques-uns de ces jardins. Donc des espaces verts dans Paris, on n'a pas toujours l'impression qu'il y en a beaucoup. Par exemple, si vous habitez le 9e, le 10e ou le 2e arrondissement, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces verts. En revanche, si vous avez la chance d'habiter le 19e, eh bien, vous avez à votre disposition le parc de la Villette, le parc des Buttes de Chaumont et même le cimetière du Père-Lachaise. Et donc, ce n'est pas la verdure qui vous manque. Tous ces jardins, parcs, squares ont été créés dans Paris principalement à trois moments de l'histoire. Les plus anciens datent du XVIIe siècle. Ensuite, il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle et donc les grands travaux d'Haussmann initiés par Napoléon III pour voir apparaître d'autres espaces verts. Et enfin, à la fin du XXe siècle et les deux premières décennies du XXIe donnent lieu aussi à la création de nouveaux espaces verts. Aujourd'hui, je vous propose une promenade un peu historique en nous contentant des jardins les plus anciens. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit, évidemment, on va commencer par le jardin des Tuileries, puisqu'il fait partie, avec le jardin du Luxembourg et le jardin des plantes, des plus anciens jardins de Paris. Le jardin des Tuileries, c'est le grand jardin classique à la française et qui a une très longue histoire. En effet, dès 1519, François Ier, séduit par l'emplacement, a envie de créer là une résidence luxueuse qui l'entourerait d'un jardin. Cet endroit, depuis le XIIe siècle, est un lieu où on fabrique des tuiles, les tuiles pour couvrir les maisons. D'où le nom de Tuileries, vous l'avez deviné, qui est resté jusqu'à maintenant. Le projet de François Ier fait long feu et en 1564, c'est la reine Catherine de Médicis qui a une idée un peu semblable de faire aménager un palais et un jardin à cet endroit. Toutefois, il faut attendre un siècle, 1664, pour que André Le Nôtre, donc André Le Nôtre, le grand créateur des jardins royaux que vous connaissez, c'est-à-dire ceux de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Cloud ou de Marly, André Le Nôtre reçoit une commande de Louis XIV qui veut faire de cet endroit un lieu de promenade ouvert aux honnêtes gens. Le jardin des Tuileries est donc le premier jardin public parisien. Sous Louis XV, on commence à orner le jardin avec des statues qui viennent des différents domaines royaux. Et c'est sûrement un des charmes du jardin des Tuileries, c'est qu'on se promène au milieu des statues, car le jardin a été enrichi au fil du temps de statues. Vous pouvez voir des statues de Rodin, par exemple. En 1965, André Malraux, qui est alors ministre de la Culture, fait aménager dans tout un ensemble de haies et de taillis un espace pour présenter 18 statues de Mayol. On peut voir aussi des statues modernes et contemporaines comme celle de Max Ernst, de Giacometti, de Dubuffet, de Henri Moore ou plus récente encore de Louise Bourgeois ou de Giuseppe Pennone. Ce jardin est donc un endroit où, conformément à sa vocation initiale, se passent des grands rassemblements et des grandes fêtes populaires. Par exemple, c'est là qu'en 1783, les Parisiens ébahis voient s'élever dans le ciel le premier ballon à hydrogène. Ou encore, à la fin du XIXe siècle, je crois que c'est en 1898, se tint le premier salon de l'automobile.
Quant au palais lui-même des Tuileries, eh bien, il disparut lors des affrontements de 1871 et il fut complètement détruit peu après, ce qui donna l'occasion de construire, d'aménager ce que vous connaissez maintenant comme le jardin du Carrousel, hein, qui prolonge le jardin des Tuileries. Donc ce jardin des Tuileries, ben, il a été rénové dans les années 1990 pour lui redonner une nouvelle jeunesse et puis aussi le réaménager un petit peu tout en gardant sa tradition. Si vous arrivez par la place de la Concorde, vous voyez de chaque côté là, les deux bâtiments, l'orangerie et le jeu de paume, qui sont des lieux d'exposition temporaire ou bien de l'exposition permanente des nymphéas de Monet. Donc ces deux pavillons, eux, sont plus tardifs, hein, ils datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le jardin est aussi fameux pour ses bassins, et notamment le grand bassin octogonal qui est le plus près de la Concorde, et que nous connaissons bien à l'association, puisque traditionnellement, c'est là que nous nous rassemblons, étudiants et animateurs, le dernier lundi du mois de juin, pour un pique-nique pendant la soirée, afin de nous dire au revoir pendant les vacances d'été. Écoutez, j'espère que cette année, on pourra nous retrouver au moins ce 30 juin. Sinon, on en gardera toujours de bons souvenirs. L'autre jardin très ancien, c'est le jardin des plantes. Lui aussi, il doit son origine à un édit royal, puisque c'est Louis XIII, en 1635, qui décide de faire un jardin de plantes médicinales. Et il est ouvert en 1640, et ce qui est remarquable, c'est qu'il s'accompagne déjà à l'époque d'enseignements. Hein. Dans ce jardin, donc, sont des établissements dans lesquels on va enseigner la botanique évidemment, mais aussi la chimie et l'anatomie. Et ce qui est tout à fait novateur et remarquable, c'est que cet enseignement est dispensé en français. Et c'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, tous les enseignements étaient dispensés en latin. Donc le jardin des plantes garde cette tradition, hein, puisque tout à fait d'une manière très originale, c'est à la fois un jardin, mais aussi un musée, une université, un lieu d'enseignement et un parc zoologique. En effet, en 1793, sous la Révolution, est décidée la création du Muséum d'histoire naturelle, et on va d'en faire un lieu d'enseignement où se succéderont des scientifiques très renommés dans une douzaine de disciplines. Et simultanément est créé ce qu'on appelle la ménagerie, c'est-à-dire le petit zoo du jardin des plantes. Ce, Comme tout jardin qui se respecte, il va se développer, et notamment au cours du XXe siècle, on va créer beaucoup de petits jardins à l'intérieur du jardin. Hein, par exemple, un jardin potager, le jardin des iris, le jardin des pivoines. Les grandes serres ainsi que la galerie de zoologie furent restaurées à la fin du XXe siècle. La galerie de zoologie, c'est devenu ce que vous connaissez maintenant, la grande galerie de l'évolution, que vous avez sûrement visitée. Quant aux serres elles-mêmes, maintenant, elles sont visitables. Donc le jardin des plantes est un endroit où on peut non seulement profiter de la nature, mais aussi d'une sorte d'enseignement sur toutes les matières dites, disons, naturelles. S'il y a un regret en ce moment, c'est effectivement de ne pouvoir aller se promener dans ce jardin des plantes. Moi, c'est toujours une visite que je fais au mois de mars ou avril, et je ne suis pas la seule, parce qu'on aime aller y admirer un magnifique cerisier fleur du Japon,
qui est absolument remarquable, dont au moment de sa pleine floraison, c'est une masse blanche et parfumée qui cascade jusqu'à terre et qui attire évidemment beaucoup d'amateurs et de photographes. Donc on va se contenter pour cette année d'en garder le souvenir, et pour compléter, je vous mettrai cette photo sur la page Facebook de l'association. On va s'arrêter là pour cette promenade parisienne. J'espère que ça vous fera rêver un petit peu, et surtout que vous ne serez pas triste de ne pouvoir en profiter. Ça reviendra. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fête de Pâques, et à la semaine prochaine.